Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Invité spécial. Invité spécial, bien sûr, c'est l'émission qui s'adresse aux ambassadeurs algériens à l'étranger ou alors aux ambassadeurs ici présents en Algérie. Bien sûr, il n'y a pas que les ambassadeurs politiques, économiques ou autres, il y a aussi les personnes qui représentent dignement les produits algériens, mais aussi ces hommes d'affaires qui vont à l'international. Aujourd'hui, parmi ces hommes d'affaires, nous accueillons M. Zraimi. Bonjour M. Zraimi et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci M. Amin pour l'invitation. Si, bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, événement important, donc visite d'hommes d'affaires russes. Et justement, on va parler aussi de ce conseil dont vous êtes président, le conseil d'hommes d'affaires algéro-russes. Alors, pour commencer, on voudrait un petit mot pour nos téléspectateurs. Qui est M. Zraimi? M. Zraimi est un opérateur économique algérien, originaire de Blida. Citoyen citoyen modeste algérien, opérateur économique depuis 34 ans aujourd'hui. Je préside la destinée du groupe SIM, qui est un groupe familial, c'est mes enfants et moi, créé en 1990, le groupe. Et donc, le premier investissement que nous avons opéré à cette époque-là, c'était un moulin, c'est-à-dire la transformation des céréales, qui était jusqu'à ce jour, qui était jusqu'en 1990 le monopole de l'État. La transformation des céréales étant le monopole de l'État, l'État avait bien entendu des entreprises nationales, et principalement une d'entre elles, qui était les Riad, qui existent encore d'ailleurs. Et c'est elle qui était là avec ses équipements, avec ses capacités installées de l'époque, etc. Et bien entendu, avec la crise de 1986, les entreprises publiques, particulièrement les Riad, étaient tombées pratiquement en désuétude à l'époque. C'est très simple. En 1991 et jusqu'en 1993, l'Algérie achetait son blé aux États-Unis ou au Canada et le donnait à moudre à nos amis marocains ou à nos amis turcs. Donc nous achetons le blé. La matière première. La matière première, n'étant pas en mesure de moudre la totalité des besoins de la population, on donnait nos blés à moudre à d'autres pays. Bon. Et puis, bien entendu, la crise économique aidante, les pouvoirs publics algériens ont décidé d'associer, si vous voulez, le privé, le secteur privé, à la transformation des céréales. Alors, rappelons que 1990, c'était justement après les événements de 88, donc il y avait eu cette ouverture. Absolument. Cette ouverture était due non seulement aux événements de 88, non, ce n'était pas seulement cela, c'était aussi une décision politique de l'Algérie que de s'ouvrir, ou du moins d'ouvrir un certain nombre de créneaux au privé. C'était M. Hamrouche qui était au gouvernement? C'était M. Hamrouche, oui, c'était avant M. Hamrouche même, c'était avant M. Hamrouche, c'était avant. Donc c'était M. Ghazali, Sidi Ahmed Ghazali, et c'est avec Sidi Ahmed Ghazali que nous avons réalisé notre premier moulin. Bon, il est arrivé ensuite M. Hamrouche, M. Reda Malek, etc. Donc, oui, on rappelle M. Ghazali qui était ambassadeur en Belgique, que nous saluons. Bien sûr, c'est un ami de très longue date et que je salue, et c'est grâce à lui, oui, si on veut, puisque c'est M. Ghazali qui m'avait encouragé à aller vers ce secteur. Très bien. Donc, nous nous sommes installés avec notre premier moulin, petit moulin d'une capacité de 150 tonnes jour. Et nous sommes, bien sûr, nous avons développé toujours dans la meunerie, puisque le créneau était porteur, et nous étions les seuls à avoir investi dans ce créneau-là. Et nous sommes restés seuls jusqu'en 2000. Et comment avaient réagi les banques à l'époque? Voilà. Les banques à l'époque, ils n'avaient pas réagi, ils n'avaient pas d'argent. Donc il n'y avait pas de réaction de ce côté-là. Et la banque qui avait réagi pour aider à cette époque-là l'Algérie, c'était la Banque mondiale. Et la Banque mondiale avait exigé des pouvoirs publics algériens de privatiser un certain nombre de créneaux vers le privé. Donc,
les banques nous ont accompagnés là. Nous ont accompagnés avec le peu de moyens qu'ils avaient, mais ils nous ont accompagnés. Mais le crédit, lui, était de la Banque mondiale. D'accord. Alors, les banques algériennes qui vous ont accompagné à l'époque, il y avait la Badr, le CPA... Il y avait toutes les banques, elles existent encore. Il y oui. avait la BAD, la BDL, la BEA, le CPA, etc. Donc, moi, j'étais avec... moi, la banque qui m'a accompagné plus tôt, c'est la BDL. BDL. Qui est restée une banque... je lui suis resté fidèle d'ailleurs. Et puis, bon, nous travaillons aujourd'hui avec plusieurs banques, puisque le volume des affaires ayant augmenté, nous n'avons pas... nous ne sommes pas restés, si vous voulez, avec une seule banque. Nous sommes partis avec plusieurs banques. Arrivons à aujourd'hui, donc le groupe a grandi. Bien voilà, le groupe étant parti avec un moulin d'une capacité de 150 tonnes, et nous sommes aujourd'hui, depuis 2004 du moins, à une capacité de 2500 tonnes jour. Nous sommes en train de passer, dans les mois à venir, à peu près à 3000 tonnes. 3000 tonnes de produits, puisque le marché est demandeur. Nous sommes aussi, nous avons un pied assez important dans l'exportation, puisque nous exportons depuis 1999, et nos premiers conteneurs sont partis vers le Canada. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 29 pays. Rappelons quand même que donc c'était une décision donc, des pouvoirs publics de s'ouvrir et d'avoir ce partenariat avec les privés, mais que vous êtes dans un secteur que les pouvoirs publics soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Bien, c'est vrai. Les pouvoirs publics soutiennent encore un certain nombre de produits, dont les céréales. Ouais. Alors, il est vrai qu'ici en Algérie, beaucoup voient de l'étranger les grands marchés, pétroliers, gaziers, et on oublie que nous sommes des grands consommateurs, surtout des grands consommateurs de pâtes, et qu'au niveau international, nos pâtes aussi sont reconnues. Merci de me l'avoir rappelé. Ben, écoutez, je vais peut-être vous expliquer le comment de la consommation des pâtes en Algérie. Et lorsque on avait décidé du moins de rentrer dans la deuxième transformation, parce qu'il faudrait que vous sachiez que dans les blés, aussi bien blé dur que blé tendre, vous avez plusieurs transformations. Vous avez la première transformation, la deuxième transformation principale. Alors, pour ce qui est du blé dur, la première transformation, c'est du blé à la semoule. Et la deuxième transformation, c'est de la semoule vers la pâte. Toutes sortes de pâtes. Pour ce qui est de la farine, du blé tendre, la première transformation est la farine, et la deuxième transformation, c'est tout ce qui est biscuits, pain, etc. Alors aujourd'hui, par rapport aux importations, à la masse de l'importation qu'il y avait à l'époque, nous l'avons réduit en pourcentage à peu près de combien? À plus de 15%. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs groupes aussi qui se sont lancés dans ce créneau-là. Que représente en chiffres en extérieur, en exportation vers l'étranger, à peu près en millions de dollars? Alors, je voudrais revenir sur la production des pâtes alimentaires. En 99-2000, nous avons pris un bureau d'études pour faire l'étude de consommation, pour connaître un petit peu la consommation, non seulement de notre pays, mais aussi de nos voisins. Alors sachez que en 2000, la Tunisie consommait 17 kilos de pâtes par personne et par an. Le Maroc, lui, était à 9 kilos. L'Algérie était à 3 kilos 500 grammes par personne et par an. Vous voyez un peu la consommation? Je parle en 2000, là je dis 2000. Pratiquement, le consommateur algérien n'était pas, si vous voulez, n'avait pas les moyens de manger beaucoup de pâtes. On était beaucoup plus versé vers le pain, n'est-ce pas, vers les légumes, etc. Pourquoi? Parce que les pâtes n'étant pas disponibles à cette époque-là en abondance, donc on ne savait pas ce que c'était. Il y avait une frange de population, effectivement, qui consommait ces pâtes-là, mais la majeure partie des gens
ne pouvaient se permettre de se payer. On parle des types spaghettis, Toutes pâtes confondues. Toutes pâtes confondues. Toutes pâtes confondues. Pas des pâtes traditionnelles qu'on Non, les pâtes traditionnelles, c'est connu. C'est connu, on le faisait, bon, on ne le fait plus maintenant. Donc, et nous sommes passés entre 2000 et 2009 de 3,5 kg à 11 kg aujourd'hui. Wow. Et le Maroc est resté à ces 9 kg. C'est bien dire. Tout à fait. 11,5 kg aujourd'hui. Nous allons rattraper certainement nos frères tunisiens d'ici quelques années. Alors, habituellement, quand on prépare les pâtes, c'est parce qu'on veut faire vite et qu'à la maison, justement, on cherche quelque chose de facile. Et que c'est vrai que mélanger aujourd'hui de la viande hachée avec les pâtes et une bonne sauce de tomate, on y arrive. Mais vous êtes passé plus loin maintenant. Vous êtes passé sur aussi des lasagnes et autre chose, je crois. Oui, nous sommes spécialisés. Nous avons d'autres spécialités, c'est-à-dire les lasagnes. Nous sommes sur d'autres pâtes un peu plus améliorées que les pâtes ordinaires. Donc, nous allons faire des pâtes pré-cuites, etc. Pré-cuites. Hein, alors une question que tout le monde nous pose, c'est que veut dire sim? C'est très simple, semoulrie industrielle de la métija. C'est tout simple. Et comme n'étant pas, bien sûr, comment dirais-je, superstitieux, je m'étais dit, les 3 chiffres, les 3 lettres plutôt. Les 3 lettres que nous avons en 1990 pour comment dirais-je, pour la création de semoulrie industrielle de la métija, qui était à l'époque une SARL, qui est aujourd'hui une SPA. Très bien. Alors, on va passer aussi à la présentation de ce groupe, puisqu'aujourd'hui, vous avez aussi les eaux. Vous avez aussi des centres, je vais dire, à Blida, justement, centres multisectoriels, plutôt, je veux dire, loisirs et puis amphithéâtre. Et vous êtes même arrivé, je vais dire, à le côté clinique aussi. Santé, qui est disponible. Alors, par rapport à ça, il y a un point qui touche notre jeunesse, parce qu'on entend d'un institut qui s'appelle l'INSIM. INSIM, oui. L'INSIM. Alors, quelle est la relation avec SIM? C'est parce qu'elle est tout simplement associée à l'INSIM, à l'Institut. Et qui représente une autre école française. Qui représente une autre école française. Et l'INSIM aujourd'hui est présente dans plus de 20 wilayas, près de 20 wilayas en Algérie. Donc, pour en revenir un petit peu, si vous voulez, à la diversification de notre groupe a été créé en 2003. Hein. Parce que de 90 à 2003, c'était l'ASRL. Et depuis, nous sommes passés à SPA, n'est-ce pas, et au groupe. C'est en 2003 que le groupe avait décidé de se diversifier, et nous sommes passés de la transformation des céréales au rachat de certaines entreprises publiques dans le cadre des privatisations. Nous avons racheté en premier lieu les 2 unités d'eau minérale, unique source d'eau minérale naturelle, celle de Mouzaya et celle de Benhar, qui se trouve dans la région de Bouira. Nous avons racheté ensuite une conserverie, toujours dans le cadre des privatisations. Et nous avons racheté aussi, encore une fois, dans le cadre de la privatisation des terres agricoles, puisque nous avons racheté une ferme pilote dans la région de Ain Defla, qui est une ferme de grande surface, et dans laquelle nous sommes en train d'investir, nous investir et investir aussi, puisque l'agriculture aujourd'hui est un petit peu ciblée ciblée dans le bon sens bien sûr, par les pouvoirs publics. Ben, c'est vital pour l'Algérie. C'est absolument, et c'est ce que nous reste. Tout à fait. Alors, si j'avais été sur l'Institut, l'INSIM, c'est parce que j'ai assisté, je veux dire, à une certaine formation, et ça m'a donné la perspective de croire qu'il y a, je vais dire, des personnes, des gestionnaires futurs de l'Algérie ou de l'Afrique qui sont formés au sein de cet institut. Quand vous avez fait le rachat, on connaît beaucoup de groupes qui ont essayé des rachats, mais qui n'ont pas réussi. Quel a été votre secret? Est-ce que vous avez gardé le personnel, l'administratif, ou alors est-ce que vous avez mis justement des personnes adéquates et formées dans ce cadre-là? Écoutez, à la reprise de ces entreprises, nous avions notre stratégie. Laquelle stratégie était de maintenir le personnel, puisque c'était une condition sine qua non de l'État. L'État, la condition, c'était le maintien de l'emploi
et le maintien comment dirais-je, du métier. Et donc, nous, ce que nous avons changé, c'est uniquement les gestionnaires. Le gestionnaire, du moins. Nous avons mis un gestionnaire de chez nous. Et nous avons maintenu aussi bien le personnel administratif que le personnel de production. Je vais vous citer un simple exemple. La condition de l'État de maintenir le personnel, maintenir l'emploi. Nous avons repris Moussaïa, l'unité de Moussaïa, et elle comptait à cette époque-là 164 employés. 10 ans plus tard, elle compte aujourd'hui 1070 employés. Belgique. Idem pour Ben Haroun, bien sûr, à moindre échelle. Mais nous avons beaucoup plus développé ces entreprises que nous avons rachetées, parce qu'elles demandaient à être développées. La demande est là, la demande était là. Nous sommes en train aujourd'hui d'exporter nos eaux minérales. Et puis un certain nombre d'autres produits de la conservation. Donc c'est bien ce que certains pays en Europe disent qu'un État a une structure un petit peu des fois lourde, qui n'arrive pas à développer ses entités rentables. C'est exact. Et une fois qu'il y a cet échange entre partenaires privés et publics, on arrive à trouver des solutions et à enrichir le pays. C'est exact, très exact. La dernière formule mise en place par notre gouvernement, c'est la mise en place d'un partenariat public-privé. C'est tout récent, c'est nouveau. Et nous avons repris cette ferme pilote de Ain Dafla dans ce cadre-là, à 34,66, avec la possibilité de racheter les 34% restantes à la fin du processus de développement de cette entreprise et de l'investissement, bien entendu. Très bien. Donc ça vient aussi dans les zones, je vais dire, il y a 10 wilayas, notamment les zones dans le sud, où il y a ce qu'on appelle le fonds de wilaya, où l'État reste partenaire jusqu'à l'aboutissement de l'investissement. Et une fois que l'investissement est avéré, se libère aussi de ce capital. Se libère absolument, c'est ça. Alors, très bien. Donc, on nous demande souvent, justement, quelles sont les solutions pour créer de l'emploi. Eh bien, voici une des preuves, je veux dire, par rapport au groupe, qui a réussi sa mutation, je veux dire, des céréales à passer à plusieurs secteurs, notamment la formation, qui est essentielle en Algérie, car nos gouvernants le disent toujours à l'étranger, nous avons les moyens, mais nous avons besoin de ce know-how et nous avons besoin de personnes formées et qui croient aujourd'hui en ce pays. Je peux vous poser une question indiscrète, parce que aujourd'hui, je vais dire, notre communauté ou nos gestionnaires préfèrent l'étranger parce qu'ils sont mieux payés à l'étranger. Mais aujourd'hui, une grande partie nous disent que s'ils avaient, je vais dire, des salaires raisonnables dans les entreprises, et surtout qui rapportent, eh bien, elles ont cet attachement à l'Algérie, elles préfèrent rester en Algérie. Est-ce que vous avez vu une évolution justement par rapport à ces salaires qui ont changé depuis l'époque ou par rapport à la considération de l'employé? Merci. C'est une question importante. Elle n'est pas indiscrète du tout, puisque nous avons, à chaque fois que nous sommes rapprochés d'un partenaire étranger, nous avons toujours demandé l'apport technologique, l'apport en savoir-faire. On n'a jamais demandé un apport financier à nos partenaires. Donc cet apport technologique, cet apport de connaissances que nous n'avons pas, ils sont partenaires que de ça. Mais nous avons pris des Algériens aussi bien, je vais vous raconter la dernière, nous avons un Algérien qui a fait ses études à l'étranger, que nous avons repris chez nous, qui a fait un stage, une formation dans l'entreprise de notre associé français, et il est aujourd'hui directeur général d'une des plus importantes filiales du groupe. C'est vous dire un petit peu que nous avons la préférence. Oui, nous préférons avoir affaire à nos concitoyens. Aujourd'hui, nous avons des projets, nous avons 5 projets aujourd'hui pratiquement en maturation ou en cours de maturation, et qui sont tenus par des jeunes femmes algériennes qui viennent de l'étranger. Et nous en avons 7 aujourd'hui. Eh bien voilà. Alors, on va passer sur un thème qui nous tient à cœur, car aujourd'hui, nous en Europe, on connaît, je veux dire, les conditions d'investissement. On revient des élections très pénibles
où justement l'Europe est en crise, réellement pour nous, est en crise sociale, car en fait les Européens ne savent plus où leurs dirigeants mènent les pays à cause des politiques d'investissement. On a vu hier sur France 24 un entrepreneur algérien justement qui se plaignait de dire quand on vient investir en Europe, on nous demande tellement de conditions qu'on se demande est-ce qu'on veut de nous ou est-ce qu'on nous fait fuir. Mais on a été aussi les témoins des problèmes qu'a vécu la Russie à cause de l'Ukraine. Et nous l'avons dit sur cette antenne, pour nous c'est un problème de gaz, c'est un problème économique, car en fin de compte, en Ukraine, il y a des Russes. Il y a des Ukrainiens, c'est un mélange assez complexe. Mais aujourd'hui, justement, ici en Algérie, donc on a reçu une délégation d'hommes d'affaires russes et vous êtes à la tête du conseil algéro-russe. Alors, passons sur le côté des relations algériennes et russes. Où en est-on ? Écoutez, le conseil d'affaires algéro-russe a été créé en 2006. Et il y a aujourd'hui un président du conseil algéro-russe et un deuxième président du conseil russo-algérie. Et tous les ans, nous organisons un forum pour faire, si vous voulez, le bilan de ce qui a été fait durant l'année. Donc cette année, nous l'avons fait ici en Algérie. Et c'est à l'occasion de la foire internationale et bien entendu des hommes d'affaires russes qui sont venus assez nombreux d'ailleurs, pour présenter leurs produits et bien entendu mettre en relation d'affaires les opérateurs algériens et Donc c'est une bonne initiative, surtout c'est une très bonne initiative. On a eu la présidente de la Douma, je crois. Oui, il y a 15 jours de cela. La présidente de la Douma était l'hôte de l'Algérie. Et nous l'avons vue, nous avons discuté avec cette dame, qui est une dame de très haut niveau. Et bien sûr, le partenariat algéro-russe est en train de se développer. Pas avant ce matin, nous avons, au niveau du ministère des Transports, pratiquement conclu un partenariat entre une entreprise nationale et une entreprise privée russe. Voilà. Ce n'est pas le premier... Ce n'est pas le premier partenariat, ce sont plusieurs qui se sont concrétisés depuis maintenant 7-8 ans de cela. Nous sommes en train d'inciter nos amis russes à venir produire chez nous. Vous savez que les Russes, pour ce qui est de la production de blé, par exemple, blé tendre, en général, c'est les plus gros producteurs au monde. Et ils Avant les Américains. Avant les Américains, oui, le blé tendre. Parlons de blé tendre, parce que les superficies sont immenses en Russie, je connais bien. Donc, pour ce qui est de l'assainissement des terres arables, ils ont une technique à eux, une technique spéciale soviétique, pour assainir les terres arables et faire devenir du sable, par exemple, parce qu'ils ont pas mal de sable là aussi. Et en terre productrice de céréales. Et ils produisent énormément de blé. Nous sommes en train de négocier avec un groupe d'exploitants russes pour nous accompagner dans des grandes surfaces pour la production de blé en Algérie. Très bien. Et dans le matériel agricole, parce qu'on se souvient des moissonneuses-batteuses... Voilà, russes. Donc non, pour ce qui est du matériel agricole, bien sûr, ils ont du très bon matériel, très 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 solide. Et je vous dis, nous le connaissons, puisque nous avons eu depuis longtemps et pendant longtemps, pratiquement que du matériel russe. On avait même des petites voitures russes. Oui. Donc le matériel russe n'a rien à envier des autres matériels. Alors, mais là je reviens là-dessus, là ça dépendra bien sûr de la fiabilité de l'équipement et du prix de l'équipement. Tout à fait. Parce que nous ne sommes pas à côté, la Russie est bien loin, et ce qui nous intéresserait le plus dans ces négociations-là, c'est le service après-vente. Nous achetons du matériel, oui, mais comment l'entretenir? Alors, nous, un secteur donc, important, donc on sait très bien que l'Algérie a des relations dans l'armement avec la Russie, privilégiées, que la Russie a toujours soutenu l'Algérie depuis son indépendance. Bien sûr. Deuxièmement, je vais dire, dans l'agriculture, on sait très bien que ce sont des spécialistes puisqu'ils ont des déserts, mais ils ont des zones froides, donc ils ont cette expérience agricole. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on voyait
beaucoup de coopérants russes et que tout d'un coup, ça a disparu. Alors aujourd'hui, il y a une section économique au niveau de l'ambassade. Bien sûr. Et donc cette section, vous rajoutez un plus, je vais dire, ici en Algérie. Parce que vous connaissez les marchés dont on a besoin. Bon, premièrement, on est complémentaires, si vous voulez. On est complémentaires à partir du moment où des entreprises russes souhaitent venir travailler avec nous. Et nous avons besoin, nous aussi, de diversifier nos actions. C'est très important parce que là, la sécurité alimentaire, etc. Donc, nous sommes, si vous voulez, rapprochés de nos amis russes pour pouvoir diversifier sans pour autant oublier nos autres partenaires. Est-ce que le marché russe serait ouvert aussi aux produits algériens? Ben voilà. Le marché russe est ouvert à beaucoup de marchés, à beaucoup de pays. Et nous sommes en train de négocier, puisque j'exporte personnellement mes produits vers la Russie depuis de quel côté? Moscou, Saint-Pétersbourg? Les deux. Moscou et Saint-Pétersbourg. Et nous sommes en train de négocier avec Auchan Russie. Il y a Auchan Russie qui compte aujourd'hui plus de 40 enseignes. Et nous sommes en train de négocier avec ces marchés-là pour tous les produits algériens, y compris les légumes et les fruits. Nous avons déjà exporté des fruits et des légumes tels que le melon de Biskra et la date de Biskra, ainsi que bien sûr les pâtes alimentaires, la tomate en conserve, etc. En tous les cas, le prochain voyage en Russie sera pour bientôt? C'est septembre, nous allons justement assister à l'abattage, moisson-battage des céréales, parce que nous avons organisé l'année dernière le départ d'une vingtaine d'agriculteurs algériens, et on était parti justement avant la moisson-battage. Et là, il faut aller dans cette... Eh bien, on espère que Beurre TV sera là, parce que... écoutez, vous êtes invité. Tout à fait, on viendra, surtout que nous avons participé, vous savez, à des émissions sur une des plus grandes chaînes russes, aux retrouvailles des étudiants algériens qui étaient en Russie et qui justement, il y en a qui se sont mariés, qui ont des relations, beaucoup. Et d'ailleurs, on salue nos amis de Boumerdes, oui. Car une grande partie de l'université connaît très très bien la Russie et parle russe. Oui, voilà, et donc nous serons, Inch'Allah, comme on dit, à vos côtés. Et puis de l'autre côté, on rappelle pour nos amis européens que quels que soient les problèmes entre l'Europe et la Russie, que M. Poutine est invité et qu'il faut rappeler que le sacrifice des soldats russes, qu'on estime à 9 millions, mais le chiffre des Russes qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus de 20 millions de personnes, qu'il ne faut pas l'oublier et qui sont toujours les partenaires privilégiés de l'Europe, malgré que les États-Unis essaient toujours d'un traité transatlantique. Donc, par rapport à l'Algérie, c'est une très bonne nouvelle qu'on diversifie les échanges avec la Russie. Par rapport aussi à la formation, est-ce qu'il y a, comme dans l'Institut INSIM, des formations, parce qu'on sait très bien qu'ils ont un centre spatial très très important. Peut-être aurons-nous un jour un cosmonaute algérien avec eux? Pourquoi pas? Inch'Allah. En tous les cas, Monsieur Zraimi, la question essentielle pour nous aujourd'hui, vous êtes conscient que la jeunesse, vous êtes conscient que l'Algérie a besoin de gens entrepreneurs et a besoin justement de diversifier, car la manne pétrolière, la manne gazière, malgré que nous soyons encore peut-être demain à la tête des plus grands producteurs de gaz de schiste, mais il y a encore le solaire et l'éolien, quels sont les défis aujourd'hui stratégiques auxquels nous devons faire attention, et quel est le conseil que vous donnez à notre jeunesse qui regarde ce programme, car en fin de compte, elle ne connaît pas tous les grands entrepreneurs, elle ne connaît pas les gens qui sont restés pendant les années difficiles, les années 90, car vous êtes basé aussi dans une zone, la Mitidja, qui était le triangle de la mort à l'époque, en Souligne, et je crois que votre usine est exactement à côté au Piémont. Au Piémont, donc ça veut dire que c'est très difficile. Alors, un conseil, et puis votre remarque. Mais écoutez, mon conseil, ce sont des conseils que je donne régulièrement, puisque je suis invité par nos universités, dont le thème est itinéraire d'un opérateur économique algérien. Et je ne cesse pas d'encourager nos jeunes, surtout universitaires, d'aller vers des créneaux dont l'opérateur économique a besoin, dont l'Algérie a besoin. C'est la raison pour laquelle la dernière conférence que j'ai donnée dans une de nos universités était d'inciter
d'inciter l'université à créer des partenariats avec les opérateurs économiques. J'en ai déjà fait, j'ai signé deux partenariats avec l'université de Blida, étant au CMI, président du CMI. Donc on a réalisé des formations à la carte. L'université forme des ingénieurs, mais ne forme pas de techniciens. On forme des ingénieurs en pétrochimie, des ingénieurs en bâtiment, etc., des architectes. Mais nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous avons besoin d'agents de maîtrise, de techniciens et de techniciens supérieurs. On peut même descendre. Donc c'est une spécialisation. C'est une spécialisation que l'université aujourd'hui a compris qu'il fallait verser dans cette optique-là. Ça veut dire que si nous avons des diplômés, il faudrait qu'ils aient déjà les débouchés. Absolument. Et nous sommes en train de rédiger d'ailleurs une convention entre l'université de Blida 2 et le groupe SIM pour inviter, à la dernière année, les étudiants en fin d'études de venir passer une semaine par mois dans nos usines. Et à chaque fois, cette fois-ci, nous avons, par exemple, demandé à ce qu'il y ait une dizaine de médecins, de futurs médecins, qui sont dans notre clinique, parce que vous savez que nous sommes dans la santé aussi, oui, tout à fait. Et ils sont déjà chez nous. Et nous avons demandé à qu'il y ait des techniciens, des techniciens en meunerie, par exemple, ou en faire des techniciens de meunerie. Aujourd'hui, ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs en maintenance, mais nous n'avons pas l'électricien, nous n'avons pas le mécanicien. On a l'ingénieur, oui, mais on a besoin d'un ingénieur. C'est ce que j'ai expliqué à ces gens-là. Faites attention, parce que dans une unité de production, on a besoin d'un ingénieur, on a besoin de 4 techniciens supérieurs, on a besoin de 10 techniciens tout court, et on a besoin de 50 exécutants. Donc ça, c'est un message aussi c'est très important, ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est la solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des universitaires, mais que leur spécialisation n'est pas garantie, alors Absolument. que s'ils pouvaient faire un stage, je vais dire, en entreprise, ou alors déjà découvrir les entreprises. Vous savez qu'à l'étranger, les chasseurs de tête, mais ils existent. Ils existent et ils vont les chercher. Même ils viennent ici en Algérie. Et ils les cherchent. Chercher nos génies et les exporter à l'extérieur. En tous les cas, écoutez, merci. Vous avez prononcé un mot qui me revient. Donc nous saluons le nouveau président du CMI, M. Kamel Moula, président du groupe aussi Vénus, qui aujourd'hui a des nouvelles ambitions par rapport à votre, je vais dire, chambre. Oui. Alors, un mot ? Écoutez, ce que je souhaite à ce bureau et à M. Moula à la tête de ce club, puisque c'est un club, c'est le club des entrepreneurs et des industriels de la Mitidja, qui est aujourd'hui une association patronale nationale, qui est aujourd'hui agréée, et elle est présente à travers le territoire national. M. Moula est un des jeunes dirigeants, qui s'est entouré de jeunes aussi. Mais rappelons qu'il est issu de la famille Moula. Oui, donc ça veut dire industriel. Que c'est la génération suivante. Absolument. C'est le porte-flambeau, si vous voulez, de la famille qui a toujours été dans l'industrie et qui sont encore, et que lui a développé avec son staff. Et bien entendu, aujourd'hui, nous avons pensé à passer le flambeau à une jeunesse. D'ailleurs, on salue aussi vos enfants. Oui, mon fils qui est vice-président. Qui est vice-président et qui aujourd'hui est aussi à la tête, parce que vous êtes là sur le plateau, mais l'usine, elle continue. Écoutez, mes enfants sont vice-présidents d'abord au groupe, et chaque vice-président est responsable d'une ou de plusieurs filiales. Laquelle filiale compte 2, 3 ou 4 sociétés. Donc, c'est vous dire un petit peu. Alors justement, puisqu'on arrive sur ce point-là, c'est spécifique à Blida. C'est spécifique à Blida. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Blida est une région connue, reconnue dans le temps par ses grands vergers, ses colons, etc. Blida était une région à vocation agricole. Et depuis l'indépendance, c'est devenu agro-industrie. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus la Mitidja, là on faisait que des oranges. Là, aujourd'hui, on fait des oranges, on transforme ces oranges, n'est-ce pas? Oui. Et on fait autre chose. Malheureusement, Orangina est parti. Orangina n'est jamais partie, Orangina est toujours là, puisque Orangina est née à Boufarik, oui, tout à fait. Donc dans notre région. Elle a été rachetée par un Algérien, et elle existe encore aujourd'hui.
Ouais. D'ailleurs, je rends hommage au patron d'Orangine Algérie, puisqu'il l'a maintenu à bras-le-corps pendant très longtemps. Et donc, aujourd'hui, ça parle par-ci, par-là, comme quoi Orangina n'est pas algérienne. Moi, pour moi, j'ai 70 ans, j'ai toujours entendu parler d'Orangina Boufarek. En tout cas, voilà, donc on a parlé de Blida, on a parlé des investisseurs de Blida, on a parlé de votre groupe. Le dernier mot sera sur les nouvelles villes et justement la ville de Bouinen. Bouinen, oui. Mais écoutez, Blida est devenue un peu étroite par rapport au développement que nous sommes en train de constater, de voir. Et il était tout à fait normal qu'il y a non seulement une nouvelle ville à Bouinen, mais une nouvelle ville à Afron. Nous avons 2 nouvelles villes à Blida. C'est-à-dire que Blida a bénéficié de deux projets. 2 projets. Le premier, c'est la nouvelle ville de Bouinen, et le deuxième, c'est la nouvelle ville de l'Afron. Donc, Blida est en train de s'agrandir. Eh bien voilà, on pourra dire qu'il y a un développement économique local très très important de Blida. Il ne nous restera plus que nous, je vais dire, à être présents à vos côtés sur Blida, car Blida a besoin aussi de communiquer. Blida était la ville des roses. Blida est aujourd'hui une des plus grandes villes industrielles aussi, qui compte au niveau international pour l'Algérie, et aussi, je vais dire, par rapport à la formation, car les universités à Blida sont renommées, et tout le monde se bat justement des étudiants pour venir à Blida. Et puis Blida, ce n'est que aujourd'hui 30 ou 35 minutes, puisque une des premières autoroutes qui a été faite, c'était pour aller vers Blida. En tout cas, merci beaucoup, M. Zraimi, de nous avoir fait l'honneur d'assister à cet invité spécial. Je rappelle que c'est juste une entrée en matière pour présenter justement à nos partenaires aussi européens qui sont nos véritables ambassadeurs. Et quand je dis ambassadeurs, ça veut dire des gens qui représentent et qui défendent ce flambeau à l'étranger. Et on espère justement ensuite proposer à nos téléspectateurs une visite sur l'entreprise et justement présenter tous les avantages. Si vous avez encore un mot. Non, le dernier mot serait vous avez dit quelque chose de très important, c'est de vous rapprocher de Blida. Moi, je vous le demande, et je le demande aussi à d'autres amis qui sont dans le domaine de l'information, et de se rapprocher, de s'installer à Blida. De s'installer à Blida. On dégrogera Alger, et 2, on fera connaître davantage notre région. En tout cas, nous l'avons compris, Blida est essentiel, surtout, je vais dire, qu'il y a des produits de qualité et qui se vendent au niveau international. Donc ça veut dire qu'on peut dire que, point de vue, je ne dis pas uniquement la publicité, mais la communication, c'est une ville qui en a besoin. Absolument. En tout cas, merci beaucoup et je vous propose donc un prochain numéro d'invité spécial. Et justement, on pourra aussi parler du CMI, car aujourd'hui, la Chambre de commerce économique de Blida est une des chambres aussi qui va à l'exportation. Au revoir et à très bientôt.